Mauvais temps sur la France et l'Espagne, tempête sur la côte atlantique, 11 marins morts, 30 portés disparus et sur la Méditerranée, 4 promeneurs emportés par des vagues. Vous avez jusqu'au 6 mars pour remplir votre déclaration d'impôt, mais il reste toute l'année aux inspecteurs du fisc pour vous contrôler. Leurs méthodes sont en cause. Enquête dans ce journal. Année du bicentenaire et la révolution permanente chaque soir pour les comédiens de la grande fresque de Robert Hossein, La liberté ou la mort. Ils ont déjà fait plus de 100 fois la révolution, ils la joueront encore jusqu'au 16 avril. Dans quel état sont-ils? Madame, Monsieur, bonsoir. Le mauvais temps, la tempête en mer ont sévi depuis 24 heures sur les côtes françaises de l'Atlantique, de la Méditerranée et plus bas vers le sud en Espagne. Bilan provisoire dans le golfe de Gascogne, 2 cargos, un Nigérien, un Allemand de l'Ouest ont sombré. 11 marins sont morts, 30 sont portés disparus. Les recherches qui se sont poursuivies toute cette journée de dimanche n'ont malheureusement rien donné. Claude Crespo. Les faubourgs de la capitale après la tempête. Heureusement ici, aucune victime, mais des dégâts considérables. Voici le résultat d'un vent de force 12. Corniches, plaques de tôle jonchent les rues. Les pompiers, rien que dans la journée d'hier, ont effectué une centaine de sorties. Principale victime, c'est 5000 familles des nouveaux quartiers, obligées de rester cloîtrées chez elles pendant 24 heures. Dans l'est de la péninsule, à Valence, 5 décès, 5 victimes des chutes de panneaux de signalisation ou d'arbres. On ne compte plus les poteaux électriques arrachés et les pompiers doivent intervenir pour démonter des structures qui pourraient être dangereuses pour les passants. 2 autres victimes dans le centre de l'Espagne, à Valladolid. Conséquence de ce mauvais temps, énorme retard dans le trafic maritime avec les îles Mallorquines. La circulation sur le réseau routier n'est guère plus aisée. La violence des vents d'ouest a coincé toute la flotte de pêche dans le port de Murcie. En haute mer, un navire marchand sombre au large des côtes portugaises, 3 morts, 15 disparus. Un chalutier espagnol a pu lui être remorqué ce matin, mais 2 autres bâtiments n'ont toujours pas donné leur position. C'est sans doute une lame comme celle-ci qui s'est abattue sur le quai des États-Unis à Nice en début d'après-midi. 4 blessés dont un gravement atteint. Mais à Menton, un retraité est mort projeté contre les murs du bastion du bord de mer. 2 autres victimes à Sète et à Èze. Et hier, à Cassis, un jeune homme dans les mêmes circonstances. Le point sur la situation en Méditerranée dans les prochaines heures. Les prévisions pour cette nuit sur le bassin méditerranéen, en tout cas, c'est une aggravation de la situation dans le golfe du Lion. Par contre, une atténuation dans le golfe de Gênes, donc vers les Alpes-Maritimes. Et puis, une situation générale qui n'est pas très brillante, puisque les bulletins météo font état encore de vents très violents, faiblissant progressivement. L'accalmie ne devrait pas arriver avant mardi. Pour la côte ouest de la France, les spécialistes sont un peu plus optimistes. Pour eux, le gros de la tempête est à présent passé. L'effervescence ne retombe pas à propos de l'affaire des versets sataniques de l'écrivain d'origine indienne Salman Rushdie. Les uns après les autres, les grands pays musulmans interdisent la publication de l'ouvrage et dans de nombreux autres pays, les communautés musulmanes se mobilisent. Aujourd'hui à Paris, une manifestation était organisée et certaines banderoles portaient inscrits très nettement ces 4 mots: la mort pour Rushdie. Reportage de Thierry Calmette et Christian Lerne. À mort Rushdie, Allahu Akbar, c'est-à-dire Dieu est grand, 2 cris entendus des centaines de fois entre le métro Barbès et la place de la République, 2 cris poussés par environ 1 millier de manifestants. Le mouvement La Voix de l'Islam organisait cette manifestation à laquelle, je cite, tous les musulmans sincères étaient conviés. Les participants venaient de tous les horizons, maghrébins, pakistanais, africains. Ceux considérés comme modérés ne réclamaient que l'interdiction du livre, les autres ne dissimulaient pas leurs sentiments. Au sein du cortège, les contradictions sont parfois vives. Il est déjà mort, il le sait très bien, Rushdie. Il est déjà mort, c'est une question qu'il ne faut même pas se poser. Il mourra dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans, il est un homme mort. La violence et la haine restaient à l'état verbal. Il n'y a eu aucun incident sur le parcours et les forces de l'ordre, très discrètes, n'ont jamais eu l'occasion d'intervenir. Rassemblement place de la République vers 17 h, Salman Rushdie n'a souffert qu'en effigie et La Voix de l'Islam appelait à l'unité des mouvements islamiques. Pourquoi est-ce que si La Voix de l'Islam est tolérante, on a vu toutes ces pancartes et ces cris à mort Rushdie? Parce que, comment dire, premièrement, il n'y avait pas que La Voix de l'Islam ici. Vous le savez très bien, monsieur. Ne me faites pas dire... Alors, avec qui exactement encore? Il y avait, comment dire, plus d'une centaine d'associations. D'accord? Avant la dispersion, dans le calme, une centaine de personnes ont prié à Allah.
À Beyrouth, sur le même thème, plusieurs milliers d'intégristes à l'appel du parti Hezbollah pro-iranien ont également manifesté dans la banlieue sud de la capitale libanaise pour affirmer leur détermination de voir exécuter l'écrivain par qui le scandale arrive. Sur les banderoles, Salman Rushdie était peint sous la forme d'une hyène et plusieurs orateurs ont condamné à mort non seulement l'auteur des versets sataniques, mais aussi tous ceux qui accepteront de publier son ouvrage. Et à Beyrouth, ce matin, un coup de téléphone d'une organisation révolutionnaire musulmane affirmait que les tueurs de l'écrivain étaient en route et qu'ils seraient exécutés avant le 15 mars. En France, réaction de deux hommes politiques au grand jury RTL Le Monde. L'ancien président de la République, M. Giscard d'Estaing, a regretté que les 12 de la communauté européenne n'aient pas pris des mesures plus concrètes à l'égard de l'Iran. Mais il aurait également souhaité que l'on fasse preuve de plus de considération face aux convictions des autres, c'est-à-dire des musulmans. Sur le même thème, au club de la presse d'Europe 1, réaction différente, on l'imagine, de M. Jean-Marie Le Pen, le président du Front National. Ce que vient de faire avec un cynisme révoltant le Khomeini, c'est justement ce que je crains pour la France et pour l'Europe, c'est-à-dire l'invasion de l'Europe par une immigration musulmane, en rappelant que les musulmans sont actuellement 1 milliard, ils seront 2 milliards à la fin du siècle, et que la pensée musulmane s'articule à la fois sur le plan politique et sur le plan religieux, et que par conséquent, le fait d'avoir des millions de musulmans fraîchement entrés chez nous et toujours ressortissants et citoyens d'autres pays, met la France, d'ailleurs l'opération d'Algérie nous l'a montré, à la merci de mots d'ordre fanatiques lancés à travers nos frontières, par-dessus nos frontières. Voilà pour l'avis de M. Jean-Marie Le Pen. Pendant ce temps-là, l'homme qui entend faire trembler et soumettre le reste du monde à ses diktats, l'ayatollah Khomeini, recevait le ministre des Affaires étrangères soviétique, M. Shevardnadze. Visite exceptionnelle d'un dirigeant d'une grande puissance qui vient de terminer une visite dans les principaux pays du Moyen-Orient. Les dessous et le sens de ce voyage et de cette rencontre, Philippe Gassot. Pour la première fois depuis le début de la révolution iranienne, un ministre des Affaires étrangères soviétique se rend à Téhéran. Les retrouvailles prennent une dimension toute particulière. Il est reçu personnellement par l'ayatollah Khomeini qui n'a pourtant aucune fonction officielle. La réception a lieu dans la villa même de l'imam. Elle est transmise intégralement à la radio. Ce traitement de faveur indique à l'évidence, en pleine affaire Rushdie, que Khomeini joue l'Union soviétique pour éventuellement contrer les pays occidentaux échaudés par l'appel au meurtre lancé par l'imam. Côté soviétique, on se garde bien de prendre position à propos des versets sataniques. Édouard Shevardnadze préfère une nouvelle fois demander le départ de la flotte américaine du Golfe au profit d'un contrôle de l'ONU. Une façon de se rapprocher des Iraniens et de convoiter peut-être une place laissée vacante par les Américains après le départ du Shah. Il faut, pour les Soviétiques, renforcer leur influence au moment où le contentieux avec l'Iran a disparu, c'est-à-dire l'occupation de l'Afghanistan et aussi l'aide militaire soviétique qui était apportée à l'Irak. Dans cette période de méfiance quasi générale à l'égard de l'Iran, les Soviétiques, sans opinion publique, ont une carte à jouer et surtout une frontière commune avec l'Iran qui dépasse les 1500 km. Ils doivent tenir compte aussi des 80 millions de musulmans soviétiques. Khomeini a souligné dans un message à Gorbatchev qu'après 70 ans de perversité marxiste, les Allahu Akbar résonnent toujours dans les républiques musulmanes. En France, c'est la campagne en vue des élections municipales qui domine toujours l'actualité. À droite comme à gauche, messieurs Seguin et Fabius ont appelé à la mobilisation des électeurs. Visiblement, ils craignent de part et d'autre un taux d'abstention assez fort le 12 mars prochain. A noter encore que M. Bernard Tapie, tout nouveau député de Marseille, ne sera pas présent dans la campagne municipale, mais soutiendra le maire sortant, M. Robert Vigourd. Cela dit, les élections municipales ne concernent pas seulement les grandes métropoles. Il y a 36 000 communes en France et l'opposition gauche-droite, qui est essentielle dans les grandes villes, l'est de moins en moins lorsqu'on descend au niveau de la bourgade ou du village. Elle peut même être complètement absente lorsqu'il s'agit d'une municipalité qui n'a finalement connu pratiquement aucun changement, ni avant ni après la Révolution française de 1789. Simplement, je dirais que le châtelain est devenu maire de père en fils. Reportage de Valérie Fourniou et Bernie Mériot.
À Hyères-Beauvoir, malgré l'élan patriotique et révolutionnaire de 1789, les gens du château ont gardé les rênes du pouvoir sur le village. De seigneurs, ils sont devenus maires, tous, sans exception. C'est celui-là le plus ancien, celui-là, ensuite celui-là, ça c'était le frère aîné de mon père, parce que mon père était trop jeune, et puis ça a été mon père. Vous êtes une famille très républicaine? Ah, on est très républicaine, parce qu'on a servi la République dans tous les... Je dis, depuis la Révolution, il y a eu des parlementaires à toutes les générations. La République, en charge héréditaire pour des nobles dont les origines remontent à l'an 1000, pas si surprenant. Ici, tous ont servi le père ou le grand-père et appellent le fils Monsieur Michel. Ce que je dis, c'est que si personne ne l'aimait, Monsieur Michel, il serait pas maire. Hein. Je pense que s'il est là, c'est parce que tout le monde a voté pour lui. Toujours réélu et jamais contesté, comme ses ancêtres. Dans la famille Caillard-Delière, on est maire de père en fils. Seule exception, la mère, du maire actuel, a assuré la régence pendant 7 mois, après le décès de son mari. À son tour, le fils veille. Nous avons réussi à créer une équipe un peu familiale entre tous les habitants de la commune, ma famille, et que j'essaie de continuer tant bien que mal. Et je crois, voyez-vous, que si dans l'ensemble du pays, il y avait davantage d'endroits où au lieu de faire de la politique, on s'occupait de mieux vivre ensemble, la situation ne serait peut-être pas plus mauvaise. Pour vous, c'est pas la noblesse? Oh non, pour nous, c'est pas la noblesse. C'est la noblesse au départ. Oui, mais on ne s'est jamais bien considéré comme ça, parce que on a été fermiers sous le temps du père, et pour nous, c'est presque des amis, c'est des amis, c'est des amis, quoi. On ne se craint pas plus de venir au château qu'ailleurs. Un châtelain qui sert la République, une petite histoire à l'heure du bicentenaire. L'horreur à Metz, une fillette de 3 ans retrouvée égorgée après avoir été violentée. Une jeune mère de famille avait laissé son enfant dans sa voiture le temps d'une courte visite à ses parents. La petite fille a été retrouvée quelques heures plus tard à une centaine de mètres de là, morte. Inculpation d'un 3e participant aux attentats racistes de la Côte d'Azur contre des foyers d'immigrés Sonacotra. Le dernier en date, auquel ce jeune homme de 25 ans avait participé au mois de décembre dernier contre le foyer de Cagnes-sur-Mer, avait fait, je vous le rappelle, 1 mort et 11 blessés. Dominique Thiers. Il cachait son visage en janvier dernier lors de son arrestation. Gilbert Hervauchon n'était pas un papy tranquille. À 68 ans, il concoctait des attentats racistes sur la Côte d'Azur. Le poseur de bombes était barman. Nicolas Gouge, 41 ans, affichait ouvertement ses idées d'extrême droite. Il militait au Parti nationaliste français et européen. Hier, le juge Noguera a inculpé l'un de leurs complices, Philippe Lombardi. Lombardi a reconnu sa participation à 2 attentats dans les foyers Sonacotra. Le dernier en date s'était produit à Cagnes-sur-Mer, c'était le plus violent. 2 bombes avaient explosé à 2 minutes d'intervalle. Un travailleur roumain avait été tué, 11 personnes avaient été blessées. 4 blessés encore au foyer Sonacotra de Cannes. Même engin explosif, même mobile, répandre la terreur chez les immigrés. Xénophobie mais aussi anticommunisme. Les 3 hommes sont soupçonnés d'avoir commis d'autres attentats contre la permanence du PC à Cannes et contre la CGT. C'est une actualité qui, malheureusement, intéresse chaque année une bonne majorité des Français. Février, c'est la période de la rédaction de la feuille d'impôt. Vous avez jusqu'au 6 mars l'occasion d'évoquer pour nous un problème douloureux, celui du contrôle fiscal. Si le contrôle en lui-même n'est pas contestable en cas de fraude, ce sont les méthodes certaines méthodes des vérificateurs du fisc qui le sont plus. Ils ont beaucoup de droits, certains disent même tous les droits, et les conséquences de ces contrôles sont parfois terribles pour ceux qui les subissent, même s'ils ne sont pas innocents au départ. Enquête de Jacques Violet et Bernard Berlier. En 1981, Claude Basse possède 9 sociétés. Il crée une chaîne de 24 bijouteries dans la région de Bordeaux. Il achète un château. C'est un chef d'entreprise qui travaille beaucoup et qui vit bien. Aujourd'hui, 8 ans après, il se promène devant ses anciennes bijouteries et dans le parc de son château. Il ne possède plus rien à la suite d'un contrôle fiscal. À la suite de retard dans les déclarations de TVA, tout simplement l'administration a décidé de lancer une vérification sur notre société. Bon, votre comptable avait fait des erreurs. Notre comptable avait surtout envoyé des déclarations de TVA en retard, effectivement. Claude Basse reconnaît des erreurs. Il reçoit une notification pour une amende de 10 millions de francs.
Il va se battre, se justifier, négocier et même faire une grève de la faim. Le fisc admettra certaines requêtes, l'amende tombera à 30 000 francs, mais entre-temps, les gérants de magasins le lâchent, il doit vendre, il doit rembourser des crédits, il va tout brader. Aujourd'hui, je n'ai plus de magasin, je n'ai plus de Porsche, je n'ai plus de château, je n'ai plus ma femme, je ne vis plus avec mes gosses. Et ma vie a été complètement, effectivement, détruite depuis ces 8 années que j'ai passées en otage, pris en otage par l'administration fiscale. Un exemple parmi d'autres, le contrôle fiscal, c'est une espèce de traque. Pour les foyers fiscaux, 25 millions de déclarations, 2,5 millions de contrôles, 900 000 redressements. Pour les 2 200 000 entreprises, 50 000 contrôles sur place, 80% sont l'objet de redressement. 6 500 inspecteurs, dont 3 500 à plein temps sont chargés des contrôles, mais aucun agent ne contrôle toute la chaîne. L'agent chargé de la gestion du dossier, du contrôle formel du dossier, du contrôle sur pièce, fait des propositions d'abord à son inspecteur principal. Il y a une discussion entre l'inspecteur principal et l'agent chargé de la gestion du dossier. Si l'inspecteur principal partage le point de vue du vérificateur, un document est monté expliquant pourquoi il est souhaitable ou il semble souhaitable de procéder à une vérification de cette entreprise, vérification sur place, et les propositions sont adressées au directeur. On peut considérer que le directeur reçoit environ 3 fois plus de propositions de vérification qu'il ne retiendra en définitive de vérification à réaliser. Je crois qu'il faut d'abord rappeler que la loi est la même pour tout le monde et qu'en matière de contrôle, bien sûr, nous avons un dispositif qui est adapté aux différentes catégories de contribuables que nous vérifions. Par exemple, l'immense majorité des contribuables ne fait jamais l'objet d'une vérification approfondie et nous vérifions beaucoup plus souvent les grandes entreprises que les entreprises petites ou moyennes. Malgré toutes ces précautions, le contribuable a tout de même l'impression qu'il existe une certaine inégalité devant les contrôles. Les plus contrôlés, c'est ce qui est le plus facile à faire, c'est les salariés, en moyenne, disons, tous les 6 ans. Après, vous avez les entreprises d'importance nationale ou internationale qui tournent autour de la dizaine d'années, les entreprises de dimension régionale aux alentours des 20 ans, les professions libérales autour de 35 ans, les petites entreprises qui sont soumises encore à un régime réel d'imposition, je crois que ça doit approcher les 57 ans, et puis bien sûr les agriculteurs tous les 80 ans. Qui triche le plus en France? Qui triche le plus, d'après le rapport du Conseil des impôts, c'est les gens qui sont titulaires de revenus non salariaux et qui ont les revenus les plus importants. Dans ces nouveaux locaux à Bercy, la Direction générale des impôts estime la fraude environ à 150 milliards de francs, soit 15% du budget. Sachez enfin que la fraude pénalise les contribuables honnêtes. Dimanche dernier, l'actualité s'intéressait et nous nous intéressions à un nouveau problème d'ouverture de grandes surfaces le dimanche. Non, disent les syndicats, oui, disent les exploitants et puis aussi les clients. Le cas se posait, souvenez-vous, pour un magasin de meubles Ikea dans la grande banlieue parisienne. Nous avons demandé à notre correspondant en Allemagne fédérale, Philippe Rochaud, de vous renseigner sur ce qui se passe dans un autre grand pays de la communauté européenne. Eh bien, chez nos voisins allemands, non seulement les magasins sont fermés le dimanche, mais encore dès le samedi en début d'après-midi. Et dans l'ensemble, les commerçants allemands ouvrent moins longtemps qu'en France. Chez Ikea, en Allemagne fédérale, pas question de céder à la dernière tentation d'ouvrir le dimanche. Au contraire, on ferme le samedi dès 14 h, une loi impossible à contourner. Plus de goût et de qualité que d'argent, dit la publicité, mais aussi moins de temps que dans le reste de l'Europe pour faire ses achats. Cette loi sur la fermeture des magasins est un peu vieillotte. Il faut la changer, mais c'est le travail des hommes politiques. À Cologne, comme dans le reste de l'Allemagne, fermeture obligatoire des magasins le samedi à 14 h, sauf le premier samedi du mois. Résultat, les femmes qui travaillent se bousculent à l'heure du déjeuner pour faire quelques commissions à la sauvette la plupart du temps. À 18h30 tous les soirs, fermeture obligatoire des magasins, la majorité des commerçants refusant de jouer les prolongations. L'Allemagne fédérale a passé des accords avec les églises catholiques et protestantes selon lesquels le dimanche appartient à Dieu. Celui qui ne pratique pas peut aller se promener dans la forêt.
Le week-end ne peut pas être consacré aux achats car les employés des magasins y perdent leur dimanche. À 18h30, je rentre chez moi. C'est le titre de la chanson qu'a composé le très puissant syndicat des petits commerçants qui entend bien ne laisser s'ouvrir aucune brèche dans les horaires de travail. Un courant de consommateurs lutte pourtant en faveur de l'ouverture des magasins jusqu'à 21h le jeudi. Mais ces militants sont prêts à s'y opposer par la force, faisant de l'Allemagne fédérale le pays d'Europe où les commerçants travaillent le moins. L'événement se passe très loin de chez nous, au Brésil, en Amazonie, mais il mérite qu'on s'y arrête un instant. Les Indiens d'Amazonie ont décidé une réunion au sommet pour tenter d'empêcher la construction de plusieurs barrages sur les différents affluents de l'Amazone. En effet, ils jugent que ces constructions, qui seront bonnes pour une partie du pays, seront néfastes pour leur région. Gilles Rabin. Ils se sont peints le visage, ils se sont peints le corps et ils ont pris les armes, mais il s'agit d'une danse de paix. 20 tribus indiennes sont réunies à Altamira, au cœur de la forêt amazonienne, pour tenir un conseil des chefs, et si l'apparat ne peut pas être comparé à celui des sommets de chefs d'État, le protocole y est au moins aussi contraignant. C'est leur forêt que ces Indiens sont venus défendre à Altamira, leur forêt menacée par un projet démesuré du gouvernement brésilien qui prévoit de construire en Amazonie 80 barrages identiques à celui-ci dans les 20 prochaines années. 100 000 km² de forêt seront noyés si ces 80 barrages sont construits dans une forêt amazonienne dont l'équilibre écologique est déjà compromis, les exploitations minières, le trafic des bois exotiques, les cultures sur brûlis et les incendies ont déjà détruit 1 arbre sur 10 en Amazonie. Ce cacique, le chef des Indiens Kayakos, rappelle au monde entier que l'Amazonie est le poumon de la planète et la forêt notre oxygène, notre vie, notre mer. À Altamira, les 1600 délégués indiens qui siègent sans interruption depuis une semaine ont décidé de s'ériger en tribunal écologique. La polémique est vive entre Indiens et représentants du gouvernement et l'écho de ces débats est tel qu'à l'autre bout du monde, à Tokyo avant-hier, François Mitterrand, le président français, et George Bush, l'américain, ont abordé cette question avec José Sarney, leur homologue brésilien, un président écrivain à ses heures, dont les poèmes chantent la légende de la forêt. José Sarney, à qui le chanteur Sting a proposé de financer, par une campagne de conférences et de concerts, une réserve naturelle en Amazonie. Premier concert à Paris, en avril. Spectacle, l'année du bicentenaire de 1789, c'est aussi pour certains comédiens l'année de la révolution permanente. En effet, chaque soir, depuis le début du mois de décembre, et 2 fois par jour, même le dimanche, il joue le grand spectacle de Robert Hossein au Palais des Congrès à Paris, La Liberté ou la Mort. Et ça n'est pas terminé puisque le spectacle est prolongé jusqu'au 16 avril. Dans quel état d'esprit et dans quel état physique tout court se trouvent ces révolutionnaires professionnels après plus de 100 représentations? Reportage de Georges Bégou et Frédéric Pasquette. Il court Hossein parce qu'il ne sait pas marcher. Il ne joue pas, mais il est là tous les soirs quand la sonnerie retentit. Quand le public arrive, déjà 400 000 spectateurs. C'est l'hôpital de Juvisy, qui se fait une petite sortie pour bien se distraire et voir un spectacle toujours bien monté par Robert Hossein. Hossein continue sa ronde. Vous venez de loin, vous êtes parisien? Ah oui, on vient de très loin, oui. D'où venez-vous? De New York. Fantastique. Et vous avez choisi ce spectacle? On a choisi ce spectacle parce que nous étions une semaine à Paris. Et puis, bien entendu, c'est la Révolution, le bicentenaire, tout ça. Un petit tour au maquillage, Hossein salue l'acteur suisse Malo qui joue Hébert. Ah, tout va bien, on va enlever. Hébert, c'est celui qui hurle le plus, alors 100 jours après, il peut encore? Il peut encore, il a un peu la voix cassée, mais ça va. Et puis, il a une canne maintenant? Il a une canne parce qu'il s'est foulé à la cheville. Alors, on a changé un petit peu la mise en scène vers la fin, pour l'arrestation, c'est tout. Non, mais ça va tout aussi bien. Peut-être même mieux. Il y a des accidents comme ça qui apportent quelque chose au personnage. Je ne demande pas que ce soit exactement pareil à chaque fois, parce que ça ne va rien dire. Mais on demande simplement que le sens et la démarche soient respectés par rapport pour que le public puisse voir le même spectacle au bout de 3 mois, 4 mois, au bout de la 100e, quoi, ce qui est le cas. Allez, allez.
3 choix, une seule On n'hésite pas, citoyens et citoyennes. On choisit un seul badge. Maman, oui. C'est pour sortir la grand-mère et tout, sa famille. Vous continuez le petit. Familiale, l'ambiance l'est aussi entre Mario David et Hugues Kester. Voilà, c'est pour tous les coups que tu n'as pas besoin de notre présence, alors celui-là, tu vas te le boire tout seul. Ah ouais, je te remercie. Voilà. On est plus décontracté qu'au début, parce que quand même, les premières ont été un peu difficiles. Oui, c'est vrai. Jouer tous les soirs devant 4000 personnes, on fait 16 000 entrées le week-end, on a 1 heure, quelquefois 2 heures d'arrêt entre les deux. Ouais. On ne savait pas si on allait tenir physiquement le coup, mais finalement ça va. Nous voulions surprendre Robespierre, mais Danton était là. Ah, mais bonsoir messieurs. Surpris en flagrant délit. Exactement. Alors qu'en réalité, on devrait se haïr. Nous nous haïssons. Nous ne sommes pas d'accord d'un point de vue théorique, mais à part ça. Il y a même un monsieur qui m'a téléphoné un jour pour me dire qu'il détestait mon personnage et je lui ai dit, est-ce que vous me confondez avec lui? Il m'a dit un peu, parce que vous jouez trop bien. C'est la justice, c'est les droits de l'homme. La révolution, c'est l'humanité, la justice et la vertu. Assez de messe. Nous proposons de m'assassiner. Vous voulez assassiner? Je guillotine encore, tous les jours. J'étais 40. J'en ai la nausée. Les droits de l'homme sont bafoués. Vous n'avez pas le droit de leur refuser la parole. Vous n'avez pas le droit. La liberté ou la mort. La liberté ou la mort. Un autre genre de sport, le vrai, celui-là, le tennis. McEnroe veut revenir, vous le savez, au premier plan du tennis mondial. Cet après-midi, au tournoi de Lyon, il a battu le Suisse Lasek. C'est sa 73e victoire en tournoi et sa première victoire en France. Daniel Casal. Hier, avec ses 2 enfants, Sean et Kevin, venus le retrouver à l'issue de sa demi-finale contre le Suédois Svensson, John McEnroe avait attendri le public de Lyon. Aujourd'hui, face au Suisse Lasek, l'Américain a enthousiasmé ce même public par son tennis inspiré et son toucher de balle incomparable. Depuis le début de l'année, l'Américain ne cesse de progresser. Quart de finaliste à l'Open d'Australie, battu par Lendl, demi-finaliste à Milan, battu par Becker. Le voici qui remporte aujourd'hui à Lyon son premier tournoi en France. C'est le 73e titre de sa carrière. Premier set, 6-3 McEnroe en 40 minutes. Dans la deuxième manche, Lasek joue de mieux en mieux. Il va creuser l'écart et mener 5 jeux à 2 grâce à cette belle présence au filet. Mais McEnroe, alors, n'a pas dit son dernier mot et il va réussir un retournement de situation incroyable. Alignant les jeux, il parvient à effacer 3 balles de 7, à égaliser à 6 jeux partout. Au tie-break, il l'emporte 6-3, 7-6. Voilà, et vous allez découvrir maintenant la composition de l'équipe de France de rugby qui jouera samedi prochain un match très important contre l'Angleterre, sans doute le match le plus important du tournoi. Vous voyez la composition de cette équipe avec une nouveauté, Portelan, le Toulousain, qui arrive à la place d'Armari, qui disparaît donc, et Laurent Rodriguez qui fait sa rentrée. Carminati disparaît de l'équipe de France. Pour le reste, rien de changé pour cette équipe qui rencontrera samedi prochain l'Angleterre à Twickenham. C'est un match très très important. Pour terminer, un coup de chapeau au cheval français Ourasi, battu dans le Grand Prix d'Amérique. Malheureux, il s'est repris cet après-midi dans le Grand Prix de Paris, drivé par le frère de Jean-René Goujon, le driver habituel, Minou Goujon. Pierrette Bresse. Dès son entrée en piste, nous savions qu'Ourasi était revenu au top niveau. La tête haute, les oreilles pointées, sa robe feu luisante et frémissante, on le sent prêt à l'attaque. Lui qui habituellement rechigne à s'échauffer avant la course, il se met à trottiner allègrement pour se rendre au départ. Car il ne faut surtout pas le rater ce départ. Ourasi doit rendre 25 mètres, ainsi que pour Otto et Potin d'Amour. Minou Goujon, qui a une main en or, le laisse s'équilibrer et attend patiemment le début de la ligne d'en face pour déboîter et dépasser tout le peloton à l'extérieur. Dans la montée, c'est un premier démarrage fulgurant qui propulse Ourasi en tête avec Rêve du Don, Poussicat et Quittant du Corral. Ourasi s'apprête maintenant à lancer son sprint final. Regardez bien, il couche les oreilles, braque sa tête de côté pour mieux coincer son mort. Grâce à ce point d'appui, il peut maintenant embrayer la vitesse supérieure. Tout son corps tendu vers l'avant, il laboure la piste, toujours plus fort, toujours plus vite. La résistance de Rêve du Don, qui fait une course magnifique, rend le finish encore plus passionnant. Ourasi aime imposer sa supériorité à ceux qui lui résistent. L'agressivité le stimule. Enivré par sa lutte avec Rêve du Don, Ourasi bat le record du Prix de Paris en trottant le dernier kilomètre en 1 minute 17 secondes. Ourasi a mis toute son âme de champion pour gagner le Prix de Paris et retrouver l'enthousiasme de son public.
Bravo, Mine Goujon. Bravo également aux vainqueurs du tiercé qui se courait cet après-midi. Vous allez voir les chevaux gagnants s'afficher sur votre écran. Pour gagner, il fallait jouer le 6, le 11 et le 18. Ça rapporte 2908 francs 50 centimes. Et pour ce qui concerne le Quartet Plus, vous ajoutez le 13 qui porte bonheur aujourd'hui et ça vous rapporte effectivement un peu plus de 79 000 francs. Voilà, ce journal est terminé. Tout de suite après, bien sûr, les prévisions météo avec José Blanc-Lapierre. Ensuite, aux alentours de 23h20, vous retrouverez Philippe Gassot pour les toutes dernières informations de ce dimanche. Et puis demain, des retours. D'abord, le duo de choc William Lémergie, Patricia Charnelet à 13h dans Antenne de Midi. Et puis demain soir, ici même, vous retrouverez de retour parmi nous Christine Ockrent. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne, une excellente semaine et je vous dis à samedi prochain. Bonsoir.